Merci à tous les trois. Déjà, vous me faites des petites blagues, Philippe, donc je vais commencer par vous. Du coup, je vous sens au taquet, comme on dit. Vous avez été parmi les premiers en région Centre-Val de Loire. Vous avez été précurseur sur cette question de la sécurité dans les TRV. Dans le TRV, vous aviez déjà intégré des contrôles anti-stupéfiants dans votre cahier des charges avant même le drame qui a d'ailleurs s'est malheureusement déroulé dans votre région. Concrètement, aujourd'hui, comment vous accompagnez les entreprises sur cette question ? Alors, déjà, je veux saluer les entreprises de transport de la région Centre-Val de Loire. Il y a des chefs d'entreprise qui sont dans la salle, donc je veux les saluer. Je les ai vus tout à l'heure. Et aussi saluer l'engagement de tout le monde. Alors, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps, on a intégré dans nos appels d'offres des contrôles sur les stupéfiants. Or, ça n'a pas permis le terrible accident de Châteaudun et le décès de Johanna. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut, inciter, c'est-à-dire dans nos marchés, on y reviendra peut-être tout à l'heure, dans nos marchés, nos DSP, parce que oui, il faut. Alors moi, je ne suis pas pour intégrer les marchés scolaires dans les DSP routières. Je pense qu'il y a aussi, il faut allotir pour que l'ensemble des opérateurs de transport puissent exister, des PME aux grands groupes. Pas forcément les low cost, mais là aussi, il y a un sujet. Donc, on accompagne, donc on incite, on oblige les transporteurs. Et après, il y a un suivi, un contrôle de ces contrôles par rapport. Et aujourd'hui, il y a véritablement, il faut qu'il y ait une chaîne de suivi, et notamment à travers la formation. On finance beaucoup au niveau de la région Centre-Val de Loire ce qu'on appelle les défis, c'est-à-dire des formations de conducteurs de transport de voyageurs qui sont liées à des offres d'emploi. Alors, il y en a beaucoup d'offres d'emploi et il y a un module dans la formation lié aux addictions et à la prévention. Et souvent, c'est moi qui signe, qui donne tous les actes aux jeunes ou plus jeunes ou moins jeunes conducteurs. Et je leur dis toujours, je vais être un vieux con, et je l'assume ce jour-là, aussi que ce jour-là, pour dire, voilà, aujourd'hui, votre vie, elle est différente. Plus d'alcool, plus de stupéfiants, même parce qu'à un moment donné, il y a la traçabilité, il y a aujourd'hui ces éléments, et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme sur les contrôles. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on le voit à chaque... on ne peut plus accepter, la société n'accepte plus qu'il y ait des difficultés liées à la sécurité. Alors, il n'y a pas que l'addiction dans les cars scolaires, dans les cars routiers. Il y a aussi, au niveau scolaire, il y a le problème de la ceinture de sécurité, qui est un vrai sujet. On l'a vu, effectivement. Parce que quand même, tous les jours, en région Centre-Val de Loire, on transporte entre 100 et 110 000 enfants. Et c'est un vrai sujet, et je crois que là aussi, il faut qu'on fasse preuve de pédagogie, notamment avec les tout-petits, avec les accompagnateurs. Je crois qu'il faut qu'on forme, on a une formation des accompagnateurs, on forme les accompagnateurs pour qu'ils obligent les enfants à attacher la ceinture, et puis après qu'on trouve les moyens techniques, mais aussi en termes de contrôle, pour l'avenir, pour restreindre le fait que la plupart des enfants, quand ils sont ados, ne mettent pas la ceinture. Parce que c'est aussi une réalité. Il faut qu'on la prenne en compte. On ne mettra pas des accompagnateurs partout, dans tous les cars interurbains, scolaires, etc., parce que c'est impossible financièrement. Et donc, et puis, à un moment donné, il faut laisser la vie d'adolescent se faire, mais il faut être assez strict. Donc, il faut continuer à développer des actions de prévention, mais aussi, je le dis, de répression. Il ne faut rien laisser passer aujourd'hui.
on l'a entendu aussi ce matin avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui met en place aussi désormais des tests anti-stupéfiants. Donc il y a un vrai engagement des régions sur cette question. Évidemment, en tant que donneurs d'ordre, c'est aussi de leur responsabilité. Donc un vrai engagement très fort des régions avant même le plan Johanna. Mais ça impacte deux choses au niveau des opérateurs. Un, évidemment, la question du coût. Ça reste des acteurs économiques, donc c'est quand même une question qu'il faut poser. Et la deuxième question, c'est aussi par rapport à vos conducteurs, l'éviter toute stigmatisation. Comment vous appréhendez cela au sein de votre entreprise? Alors, d'abord, on parle de sécurité, donc comme l'ensemble des patrons qui ont des salariés et qui sont tous les jours sur les routes, beaucoup d'humilité et beaucoup de détermination. Ce qu'on a vécu avec le plan Johanna, et moi j'y étais dans le lancement du plan avec le ministre et avec Philippe et RATP Dev aussi, ça vous fait d'abord réaliser des choses, mais ça vous permet aussi de se dire, tiens, la priorité absolue qu'est la sécurité, quand on est un professionnel de la route, on est un professionnel de la route si on est un professionnel en sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'impact ni sur les gens qu'on transporte, ni sur ses propres collègues, ni sur les gens qui sont dans l'environnement extérieur. En fait, il y a trois éléments qui sont importants. Et quand on se repose sur la question des stupéfiants, ben on se met au milieu d'une société qui est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire que 80% des collectivités ont de la drogue sur leur territoire. Quand on écoute les forces de police et de gendarmerie avec lesquelles on travaille tous les jours dans le continuum de sécurité et de sûreté, on comprend qu'il y a un déversement de drogue sur l'ensemble des territoires, que maintenant le gramme est quasiment 3 fois moins cher que ce qu'il l'était il y a encore 2 ou 3 ans. Tout ça, faut le réaliser. Et donc on a une responsabilité, d'abord parce que moi j'ai le plaisir d'avoir une société qui a 32 000 collaborateurs sur tous les territoires, mais qui est en responsabilité tous les jours pour transporter des passagers et éviter les piétons, les cyclistes, etc. Donc on est en grande responsabilité là-dessus. Donc stigmatiser, non, on ne peut pas stigmatiser, d'abord parce que même les contrôles à grande échelle faits par la police et la gendarmerie ont démontré que le niveau restait très faible. Je crois qu'on est au max, je crois qu'on doit être autour de 0,3 ou 0,4%. Ça veut dire qu'il y a une proportion de gens dans nos équipes qui utilisent des drogues. Ça, c'est clair. Et là, il faut avoir tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire une démarche en fait, qu'il faut construire. On a construit cette démarche en fait, depuis plus de 4 ans chez Transdev. C'est un long travail parce qu'il faut changer tous les règlements intérieurs. Et donc, on avait l'habitude de faire les tests anti-alcool. Mais là, il faut passer à l'anti-stup. Il faut travailler avec les forces de police et de gendarmerie pour déterminer quel est le test nécessaire. Un test, ça vaut 10 €. Alors, à l'échelle d'une vie, 10 €, franchement, on s'en fout. Mais à l'échelle d'une boîte de 32 000 personnes, ça commence à représenter... Enfin, voilà, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, chez Transdev, pour un test par conducteur, c'est 500 000 €. 2 tests, ça fait 1 million d'euros par an à l'échelle de Transdev. Donc, c'est pas rien. Cela dit, ça ne représente rien comparé à éviter de prendre des vies d'une manière, en tout cas par des accidents qui nous concerneraient. Ça, c'est un premier élément. Et on est monté en puissance graduellement, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, l'année d'avant l'accident de Johanna, on avait déjà fait plus de 22 000 tests chez Transdev anti-stup, en plus des 22 000 tests anti-alcool. À l'heure où je vous parle, on est le 30 septembre, on a fait plus de 30 000 tests anti-stup sur le périmètre de Transdev. Et on a même recontrôlé très largement les permis, puisqu'on a déjà fait 25 000 contrôles de permis, parce qu'il y a aussi des éléments qui nous mettent en difficulté de temps en temps pour savoir si le permis est bien toujours valable ou pas. Et on a tous eu des histoires, évidemment, avec des salariés qui vous expliquaient que son permis était valable, mais qu'il ne l'était pas. Donc, il faut être d'une vigilance extrême et il faut faire confiance en même temps. C'est ça la difficulté de l'exercice, parce qu'on a des salariés qui sont
Évidemment, ils sont sous contrôle de nos postes de commandement et de contrôle. On les voit le matin, on les voit le soir. Les plus difficiles, c'est quand même les isolés, que ceux qui font du ramassage scolaire et qui sont isolés, donc qui sont avec leur car et qu'ils gardent près de chez eux et qui reprennent. Voilà, donc il faut porter une attention particulière. Donc ça se structure, ça s'organise. Les tests, ils ont été validés par nos organisations syndicales aussi, donc tout le monde est bien aligné. Enfin, j'ai zéro sujet dans ce cadre-là. Et j'invite tout le monde à faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut travailler très en amont et en partenariat. Et puis, évidemment, on ne stigmatise pas. Et puis, on montre l'exemple, c'est-à-dire que quand on fait un test complet sur un dépôt, ça commence par le manager du dépôt, par le directeur du réseau. C'est lui le premier qui fait le test. À Dunkerque, ils ont l'habitude d'avoir une boule blanche, une boule noire. Au milieu de boule blanche, celui qui tire la boule blanche fait le test. Donc il y a des procédés qui sont aléatoires et on est en train de les systématiser puisqu'on doit justifier, tous collectivement, qu'on en a fait au moins un par conducteur ou par gens à risque aussi. Ça vaut aussi pour nos mécanos, pour être très clair. Donc il faut être en capacité de le démontrer maintenant. Nous, on est parti sur 2 par an, non pas parce qu'on veut faire mieux que tout le monde, etc. Mais on voit bien qu'à 1, dans les cadres des contrôles de police et de gendarmerie, eh bien, on en a eu aussi qui ont été reconnus. Mais dans les 2 par an qu'on fait, on en a aussi qu'on identifie, qu'on repère. Alors je suis comme tout le monde, on a les mêmes difficultés de tout le monde, c'est-à-dire que quand il y a de la codéine au milieu, on ne sait pas trop comment appréhender le sujet, donc il y a encore des choses à caler. Évidemment, la capacité à répondre de réponse et de temps de réponse, si c'est de la cocaïne ou si c'est de la marijuana, c'est pas tout à fait la même chose. Donc les mailles du filet sont finalement beaucoup plus étroites, plus les drogues sont dures, beaucoup plus larges, plus les drogues sont douces que si c'est une drogue douce. Néanmoins, je dirais que c'est tolérance zéro. Donc à partir du moment où on a un salarié qui a été pris en ayant de la drogue, pris à un test de drogue gendarmerie, évidemment ça se revérifie avec une prise de sang, etc. C'est dehors, instantanément. Et tolérance zéro. Et notre problème, c'est la traçabilité. Voilà. Justement, alors j'en profite parce que autant prendre les questions SMS en toute logique avec les interventions, on m'interroge dans la salle justement sur la fiabilité, comment disposer de dispositifs de dépistage, c'est quand même très dur l'idée de stupéfiants fiables. Déjà, on a les mêmes tests que la gendarmerie, donc j'imagine qu'ils sont fiables, premier point. Deuxième point, on est aussi en attente du subotest, je ne sais pas comment on le stupotest, en complément de l'éthylotest qu'on a évidemment dans les véhicules, mais aussi on fait aussi les tests anti-alcool pour croiser le dispositif en même temps. C'est fiable. En plus, on peut recontrôler avec une prise de sang. C'est généralement ce qui se passe. Parce qu'après, non, mais je prends un médicament, il y a une ordonnance. Non, pas forcément. Donc, vous êtes obligé d'aller au bout du process, systématiquement. Et donc ça c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais je crois que c'est un minimum vital pour la société qu'on représente, nous-mêmes tous, et qu'on sert tous les jours. Philippe, vous voulez rebondir sur cette question de la fiabilité, non ? Oui, les tests sont homologués. Ceux de la gendarmerie, ils sont homologués par l'État, enfin j'espère. Hein. Donc, après, comme tu l'as dit, il y a des contrôles a posteriori pour vérifier qu'il n'y a pas de prise de médicaments. Mais se pose la question aussi de prise de certains médicaments et de la conduite. Je crois que ça, tu l'as dit, ça va coûter extrêmement cher. Parce que je crois mais on va l'intégrer dans les marchés, dans les DSP. Justement, ça fait partie des questions. Allez pas trop vite, Philippe. Mais par contre, effectivement, il y a quand même cette question du coût. Et pour rebondir sur la question du coût, il y a le coût du dépistage, mais il y a peut-être des coûts peut-être un peu moins importants aussi, mais qui peuvent être favorisés par de la prévention, tout simplement, en entreprise, peut-être plus accessible, effectivement, à des entreprises de taille un peu moins importante que Transdev, même si je ne veux pas. Voilà, mais il n'empêche que sur cette question de la prévention, Valérie, je crois que vous pilotez au sein de l'AFT un programme qui s'appelle Cap Addiction.
et qui agit justement sur la prévention des conduites addictives et la santé des personnels. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bien sûr, Vanessa. Déjà, bonjour à tous et merci à la FNTV pour son invitation à cette table ronde. Alors, comme vous le savez, en tout cas je l'espère, l'AFT met à la disposition gracieuse des entreprises un certain nombre d'outils sur des sujets sociétaux. Vous connaissez peut-être Ambassadeur de l'emploi qui travaille sur la marque employeur, Éthique sur la démarche RSE et d'autres outils. Et depuis quelques années, nous avons en effet développé un outil qui s'appelle CAP Addiction. CAP, donc conduite, addiction, prévention, qui a pour objectif d'outiller les entreprises, mais également les salariés. C'est ça qui est intéressant. On agit sur les deux parties, pour les aider à mettre en place une démarche structurée, structurante de prévention. Alors évidemment, très modestement, on sait très bien que les entreprises le font très très bien, mais parfois elles manquent de temps, elles manquent d'énergie, de personnel, et puis parfois il y a des petites, effectivement, qui n'ont pas les moyens de mettre en place seules cette prévention. Donc cet outil-là, il a vocation finalement à les aider par un vade-mecum, à mettre en place un certain nombre d'actions. Alors, les deux cibles, je vous l'ai dit, employeur-salarié. Si je prends d'abord la première cible, employeur. Donc, dans ce vade-mecum, eh bien, on va reprendre simplement les obligations des employeurs en matière de prévention, puisque vous savez tous que pèse sur vous un certain nombre d'obligations juridiques et pénales, et en particulier autour du règlement intérieur, du document unique d'évaluation des risques professionnels, pour bien vérifier que tout ça est en ordre. Ensuite, on va travailler sur des actions sur les personnels de direction pour que, effectivement, l'équipe dirigeante, les managers de proximité soient bien au fait de ces problématiques d'addiction et puissent être formés à repérer les addictions auprès de leurs collaborateurs, puisqu'il faut observer, il faut avoir un petit œil exercé pour détecter des choses. Des fois, c'est très visible et puis des fois, ça ne l'est pas du tout. Donc, former les équipes dirigeantes, embarquer également quand vous en avez des IRP, les institutions représentatives du personnel, sont absolument fondamentales et le dialogue social doit être permanent. Vous le savez aussi sur ce sujet-là. Et puis, les aider, ces entreprises également, à détecter les postes à risque. Parce qu'on sait tous que dans nos métiers, il y a des postes à risque, plus que d'autres. Je pense au travail de nuit, je pense au travail qui sont plus cadencés. On a aussi des métiers qui sont stressants, la route c'est stressant. Donc voilà, donc peut-être identifier ces postes qui peuvent être plus fragilisés et provoquer des addictions. Et puis l'information, la communication, ça c'est nécessaire. Et puis, bien évidemment, mettre en place des petits stages, comme le dit monsieur, réguliers dans l'entreprise, et faire en sorte que les salariés sachent que s'ils ont un problème d'addiction, eh bien, c'est parfois difficile d'en parler à son employeur. Eh bien, il existe des services extérieurs à l'entreprise qui ont l'oreille, la médecine du travail en est une, mais pas que, qui peuvent les aider à dépasser cette problématique d'addiction. Donc, cette boîte à outils pour l'entreprise, elle s'accompagne donc de ce vade-mecum, mais également d'affiches qui sont toutes faites, que vous pouvez imprimer et apposer dans vos entreprises, de flyers que vous pouvez distribuer, et puis de films que vous pouvez proposer à vos salariés. Ça me fait rebondir sur le deuxième volet, qui est celui de l'aide aux salariés. Alors là, les salariés, ils peuvent s'inscrire sur le site internet dont je vous parlerai tout à l'heure de CAP Addiction, et ils peuvent répondre à des quiz en fonction du type d'addiction. Alors, addiction pour l'AFT, on en a choisi 4, mais il y en a sûrement beaucoup plus. C'est le cannabis en premier lieu, l'alcool, les médicaments et les écrans, qu'on oublie un peu, mais je sais qu'il y a des sujets autour de ça aussi. Et là, donc, le salarié, bien sûr, tout est protégé, RGPD obligé, etc., anonymisé, répond à des quiz, c'est une question. Et là, l'intelligence artificielle va lui dire, vous êtes addictif, pas du tout, modéré ou beaucoup. Et à ce moment-là, il a la possibilité de regarder un film de prévention. Et s'il a bien tout regardé, eh bien, on lui édite une attestation de suivi de ces vidéos de prévention qu'il peut ensuite, évidemment, fournir à son employeur. Voilà, tout ça est gratuit. Vous pouvez le télécharger. J'avais demandé, c'est une mise à disposition. Ah oui. Du coup, de cette c'est cap, donc cap.aft-dev.com. Et donc, vous pouvez télécharger tous ces outils-là qui sont à votre disposition et n'hésitez pas à le faire.
Merci beaucoup, Valérie, effectivement, pour cette initiative qui permet à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, leur budget, etc., de commencer à appréhender cette question des addictions, quelles qu'elles soient. Justement, je reviens vers vous, Philippe, vous avez commencé à aborder cette question, mais comment on peut accompagner, comment la région, notamment dans le cadre de ces appels d'offres, par exemple, peut intégrer le coût. Je suis désolée d'insister sur cette partie coût, économie, enfin, je pense que ça vous intéresse, mais je sais qu'en face, il y a des vies humaines, c'est pas du tout la question de les mettre en opposition, c'est juste de dire aujourd'hui, les entreprises veulent s'emparer de ce sujet. C'est un sujet qui est primordial. Et comment on peut les accompagner justement pour pas que ça soit une charge supplémentaire? Comment notamment les régions, vous pouvez les accompagner sur cela? Je pense comme beaucoup de politiques publiques, il faut que les autorités organisatrices de mobilité, il n'y a pas que la région, les autorités organisatrices de mobilité assument ces éléments de sécurité, qu'ils soient en termes de prévention, de formation, même de formation, je l'ai dit tout à l'heure, des accompagnateurs, aussi de formation des enfants. Il y a un module, il peut y avoir un module sur les stupéfiants au niveau des enfants, parce que dans un quart scolaire, il y a aussi parfois, quand il y a des lycéens, il y a une partie des lycéens qui parfois fument dans le car. Faut pas, ça n'arrive pas, mais quand même. Et puis tous les aspects donc techniques, et puis il faut aujourd'hui et puis les aspects aussi de contrôle. Il faut que les AOM assument aujourd'hui cette évolution, qui est une évolution nécessaire. Quand on a vu ce qui s'est passé à Châteaudun, quand au-delà de l'émotion, moi, c'est le deuxième mort depuis 2017, donc un sur un point d'arrêt, un sur un accident. Je crois qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de ne pas s'engager, c'est pas investir, parce qu'investir, c'est s'engager dans cette démarche. Je le dis toujours à mes collègues, ne croyez pas que le transport routier aujourd'hui, au-delà, ce matin j'ai entendu des évolutions d'offres, etc. Sans évolution d'offres, le transport routier va augmenter parce qu'il y aura des évolutions, la décarbonation, les éléments de sécurité. Sur le transport scolaire, par exemple, sur certains territoires, il y a de l'habitat diffus avec des élèves de plus en plus éloignés. Donc, aujourd'hui, ce sont des budgets qui vont augmenter. C'est pour ça qu'il faut une fiscalité propre. J'y viens moi aussi. Une fiscalité propre pour les autorités organisatrices de mobilité. Ça s'appelle le versement mobilité, mais il faut que les régions aient le même, alors je ne dis pas le même niveau que les autres, mais à un moment donné, aient les mêmes moyens. Je vais prendre un exemple. Nous, on met en place le versement mobilité sur tout le territoire régional à partir du 1er janvier. On va le lever et d'après les estimations de l'URSSAF, ça représente 3% de notre budget de fonctionnement du budget des transports à la région. Donc, vous voyez, mais ça sera, quoi qu'il en soit, un des grands enjeux dans les mois et années à venir. La sécurité, n'oublions jamais qu'on transporte bien sûr des commerciaux, mais aussi on transporte nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, je vais vous dire, il suffit juste de l'avoir dans son spectre et tout l'engagement va bien après. Et justement sur la partie accompagnement, comment on accompagne justement les acteurs de la profession qui transportent nos enfants et petits-enfants, comment on les accompagne encore davantage. Vous avez parlé de la boîte à outils, Valérie, mais au-delà de ça, le rôle de l'AFT, c'est aussi d'accompagner l'ensemble des entreprises de transport sur cette question de la prévention. Oui. Comment vous faites concrètement ? Alors, on accompagne les entreprises, évidemment, avec les organisations professionnelles et en premier lieu, elles. Donc, en fait, on peut organiser, par exemple, avec l'ensemble des organisations professionnelles, des journées de prévention dans les entreprises. Voilà, on est en capacité de mettre en place des outils de prévention, par exemple des tapis cannabis ou des tapis alcool, avec des lunettes. Je pense que vous avez tous plus vu ça. Et on montre aux salariés, on le fait aussi avec les jeunes. Et là, il y a des chocs.
On les fait marcher sur un petit tapis avec des lunettes et on se rend compte de ce que l'on fait ou fait pas, ou fait mal, ou à côté quand on a un peu de cannabis dans le sang et un peu d'alcool. Et là, en général, il y a un petit choc quand même. Et puis, on est en capacité de faire venir la médecine du travail, d'échanger avec les salariés et de mettre justement à disposition cet outil CAP pour montrer que finalement, il faut se parler, il faut montrer, et il faut éviter de rester seul dans son coin. Ça, c'est les entreprises. Mais vous parliez justement, M. Fournier, des jeunes. Et aussi, l'action de l'AFT, c'est auprès des jeunes. Tous les jours, on rencontre des jeunes et on fait 2000 actions par an. Et c'est auprès d'eux qu'il faut faire de l'éducation en premier lieu. Pourquoi ? Parce que quand on rencontre les jeunes, on fait des concours, des jeux concours, et ils ne se rendent pas compte que quand ils fument un joint le samedi soir, eh bien, une semaine après, le cannabis est toujours présent dans le sang. Et moi, j'ai des jeunes à qui j'ai parlé qui me disent « Mais madame, quand est-ce que je fume ?» J'ai dit « Tu fumes jamais, en fait. Si tu veux faire ce métier-là, tu peux plus fumer du cannabis. » Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et on est beaucoup aidé aussi par les services de la gendarmerie ou de la police nationale qui viennent avec nous et qui font des contrôles inopinés. Je peux vous raconter ça ? Alors, par exemple, on demande à un lycée que l'on soutient. Le prof est au courant. Le jeune monte dans un camion, dans un car. Il est sur la route et la gendarmerie nationale est dans le coup. Et hop, il arrête le jeune. Le jeune ne sait pas qu'il va se faire arrêter. Et là, il a la trouille. Et alors, bien sûr, la gendarmerie vérifie les documents de transport. Et puis, ils font des petits tests. Il y a les chiens aussi qui tournent autour. Voilà, et donc c'est des petites choses comme ça, qui demandent quand même beaucoup d'organisation, de logistique, ça ne se fait pas tout seul, mais qui frappent les esprits et qui montrent aux jeunes qu'à tout moment ça peut tomber, et quand ça tombe, ça fait mal pour eux, parce qu'évidemment, le permis, ils n'auront plus, ils ne pourront plus travailler, et puis parce que leur acte peut mettre en danger leur vie, bien sûr, mais surtout celle des autres. Voilà, donc c'est des petites actions comme ça qui peuvent créer, semer des graines dans la tête de ces jeunes que l'on voit tous les jours. Philippe voulait rebondir là-dessus. Alors, moi, je pense qu'aussi, il faut qu'on travaille avec les parents au niveau du transport scolaire. Il faut qu'on explique, il faut qu'on organise des rencontres entre les parents et les conducteurs, parce que trop souvent, les conducteurs, et ça a été dit, ils sont stigmatisés parce qu'ils vont trop vite. Des fois, on a des vidéos de parents qui suivent les cars scolaires, etc. Dire que c'est... il faut vraiment qu'il y ait ces rencontres-là pour dire que c'est un métier très compliqué, très engagé, et l'immense majorité, mais vraiment à 99%, les conducteurs font un travail admirable, je l'ai dit, et sans eux, il n'y aurait pas d'enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et il n'y aurait pas de personnes qui iraient à son travail, à des rendez-vous, etc. Donc il faut aussi qu'au-delà de l'explication traditionnelle du métier pour faire venir d'autres personnes dans le métier, qu'on explique à la population que ça fait partie d'une communauté de vie. Les conducteurs, ils font partie d'une communauté de vie, et souvent, c'est des voisins qui travaillent là. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on organise territorialement une rencontre entre les parents, et puis que les conducteurs leur disent aussi les difficultés qu'ils trouvent. Ouais, pour contribuer effectivement à la reconnaissance de ce métier. Ouais, c'est très important. Je pense que c'est important de dire que 99,6%, en tout cas moyenne nationale, des conducteurs sont au top. Alors après, ils peuvent rouler de temps en temps un peu vite, etc. Donc moi, j'aime bien dire à tous ceux qui utilisent nos transports de brancher Waze et puis de regarder la vitesse. Comme ça, au moins, ils savent exactement à quelle vitesse ils roulent en même temps. Mais in fine, ce qui est intéressant, c'est de se dire d'abord qu'il faut sensibiliser. Vous avez parfaitement raison. Mais enfin, on ne veut absolument pas tomber dans l'idée que, en fait, on pourrait accompagner pour qu'il soit mieux après, parce qu'en fait, il a fait un faux pas, etc. C'est tolérance zéro. Enfin, je dirais, il faut être clair. Nos entreprises ici ne peuvent pas se permettre d'imaginer un conducteur sous une éventuelle rédemption drogue être au volant avec des passagers, 50 ou 60 passagers derrière lui. C'est inimaginable et c'est inacceptable et c'est intolérable. Donc c'est clair que tolérance zéro, ça veut dire on fait le nécessaire bien et propre et on s'assure que
il peut être licencié dans les conditions normales et justes, ça c'est clair, avéré. Et une fois qu'il est licencié, on a un sujet, c'est celui de la traçabilité en fait. C'est-à-dire que on est tous ici soumis, quand on recrute des nouveaux conducteurs, à des enquêtes SNEAS. On aimerait en fait que ce type d'information soit quelque part dans l'enquête SNEAS sans que pour autant on sache que il a touché à de la drogue avant ou pas. En fait, notre sujet, c'est celui de garantir que les gens qui sont avec nous sont des gens qu'on va embarquer. Pourquoi je dis ça? Je dis pas ça par rapport à toutes les générations qu'on a eu de conducteurs qui ont montré qu'ils étaient au top, mais parce que je vous rappelle tous qu'on va rentrer dans un effet de fin de la partie baby boom, mais de manière plutôt inversée en fait, et on va être confronté à une nouvelle pénurie de conducteurs d'ici 3 à 5 ans. On a trouvé les solutions, résolu la pénurie des conducteurs après Covid. Le marché du travail nous a un peu aidés aussi maintenant parce qu'il est un peu moins tendu, mais on a tous fait tous les efforts pour former, pour trouver des gens, etc. On va chercher des gens de plus en plus éloignés de l'emploi, ce qui est très bien. Mais on a une forme de tamis un peu où il faut former les gens et puis on prend de plus en plus large pour essayer d'avoir des gens sur nos métiers. Et donc il faut être vraiment, vraiment très strict là-dessus et très vigilant et se donner les moyens de le faire bien. Voilà. Et pas de se dire que finalement il va sortir et puis la boîte d'à côté qui est peut-être plus petite, qui a peut-être moyen, en fait le patron il va prendre un risque incroyable. Parce qu'en fait, il va réembaucher le gars qui a l'habitude de fumer ou de sniffer de la coke régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. On a beaucoup parlé de contrôle. Et c'est notre devoir, je dirais, parce que c'est pour ça que le mettre dans les appels d'offres, c'est en tout cas assurer le contrôle. D'abord, c'est assurer l'égalité pour tout le monde. Ça, c'est clair. Assurer que le coût va être pris en charge. D'une certaine manière, Philippe, c'est à la fois dire à l'État, dire aux régions, on contribue, nous aussi, à la lutte anti-drogue au sens large. Ça fait partie de notre mission collective, parce que je vous jure que si on regarde les trucs de très près, c'est un déferlement qui est face à nous, là. Et donc, il faut être assez zen. Hein. C'est pour ça que la question principale, elle est, on voit qu'il y a une chaîne de responsabilité sur cette question de la sécurité entre l'État, les régions, les opérateurs. Comment on coordonne tout cela pour être efficace? Comment on coordonne l'ensemble de ces actions, peut-être, Philippe? Alors, je dis, il n'y a pas que les régions, c'est les autorités de manière globale. de mobilité. Je crois qu'elles ont la responsabilité de la sécurité du transport scolaire. Il faut, et de cette chaîne de sécurité qui va du point d'arrêt, parce qu'il y a un élément, on en parle, c'est pas le sujet de cet après-midi, mais un élément central de la sécurité des enfants, au moins sur le transport scolaire, c'est les points d'arrêt, quand même, là où il y a le plus de morts en France. Toute cette chaîne-là, c'est des autorités organisatrices de mobilité en lien avec deux éléments, avec les opérateurs de transport, puisque c'est eux qui, et pas uniquement en termes d'injonction, c'est vraiment un travail de co-construction qu'il faut faire, et aussi avec les autorités de police, c'est-à-dire l'État et les polices municipales, puisque quand même il y a il n'y a pas que l'État qui a des pouvoirs de police en France. Donc je crois qu'il faut que les autorités organisatrices de mobilité prennent conscience du travail qu'ils doivent faire et de la compétence qu'ils ont et qu'ils doivent exercer. C'est pas quelque chose de superfétatoire. Aujourd'hui, la sécurité est essentielle. Mais la sécurité, je le dis, dans tous les domaines. Et peut-être demain, dans les appels d'offres, il faudra prendre en compte, il faudrait qu'il y ait un volet spécifique. Il y a des volets financiers, des volets techniques, et peut-être un volet plus sécurité, mais dans tous les sens du terme. Ouais, je suis complètement aligné sur le fait qu'il faut créer le cadre et que ce cadre, il englobe tous les acteurs. Ça part de l'État, ça va sur les AOM régionales ou
ou agglo, métropole et les opérateurs. Et c'est en travaillant ensemble. On y associe évidemment toutes les forces de police pour créer aussi des moments communs où on sait que là, on va cibler tel lycée, tel collège et voir tous les transporteurs qui arrivent parce que ce n'est pas juste une entreprise, ça peut être plusieurs entreprises. Et donc, il faut être à l'aise avec ça parce que c'est ça qui va nous sécuriser tous. En fait, c'est aussi protéger chaque entrepreneur parce que je ne nous imagine pas face à un juge expliquer que ouais, il l'avait eu une fois, son test avait été positif, mais on l'a gardé. Ça va être difficile à défendre, en tout cas, surtout quand on est dans le cas d'un décès. Et en plus, si c'est un enfant, c'est encore plus, ça se voit évidemment encore plus et ça se ressent dans les tripes encore différemment. Donc tout ça est important de le structurer. Les appels d'offres, je pense qu'on a, nous tous aussi, encore un effort collectif à faire sur le partage de tout ce qui concerne la sécurité et de le mettre sur la table collectivement. Et moi, je rêverais de faire comme j'ai pu travailler dans la chimie ou j'ai pu travailler dans d'autres secteurs où on mettait sur la table tous les résultats sécurité des entreprises qui étaient constituantes des fédérations et des associations, parce que c'est un sujet commun et c'est un sujet qui fait progresser l'ensemble de la profession et qui emmène tout le monde vers du mieux et donc qui protège les gens qu'on transporte. Donc tout ça est quelque chose qu'il faut, je pense, faut oser le faire. Et évidemment, ça ne fera que progresser la profession dans son ensemble. Je vais vous révéler quelque chose de simple. Moi, j'ai été à la tête de flotte de collecte d'ordures ménagères sur l'ensemble de la France ou de camions de curage-pompage. Les résultats sécurité, TF, TF1, TF2, TG, de ces sociétés-là sont meilleurs que celles du transport public. Donc, on a quand même à s'interroger sur notre manière de faire. Voilà. En conclusion sur cette table ronde, merci beaucoup pour ces échanges. Je voudrais prendre 2 questions SMS de la salle. Une question qui concerne la sécurité de manière plus globale, peut-être un peu moins addiction, mais sur la partie des doubles emplois. En termes de sécurité, je vous la lis. En termes de sécurité, il y a aussi la question du double emploi. Les conducteurs estiment ne pas gagner assez et certains cumulent les emplois. Quoi faire pour combattre ce souci de non-respect des temps de pause éventuels ? Un témoignage, j'ai pris un Uber il n'y a pas très longtemps. Évidemment, on discute assez facilement avec le conducteur. Je tairai le nom de l'entreprise dans laquelle il était la veille, mais il nous a dit noir sur blanc qu'il faisait ça en plus pour essayer de faire un peu plus de revenus par rapport à son job de conducteur dans le transport public. Pour autant, franchement, quand vous regardez les salaires des conducteurs dans nos entreprises collectivement ici, les salaires sont plutôt de très bon niveau et avec l'expérience, ils montent et tout ça est plutôt bien encadré. Donc, il y a quelque chose à regarder, ça c'est clair. J'ai bien aimé le discours du patron des PME ce matin qui disait qu'il faut peut-être inverser un peu les raisonnements et regarder les choses différemment. C'est clair que on a aussi tous des contraintes, mais enfin, on a aussi des salariés, c'est ces salariés qui font tourner, c'est notre outil de production, nos salariés, donc on met tous les moyens, tous, pour que ça se passe bien, il faut être clair. J'ai une autre question qui vous est plus directement peut-être adressée, encore Édouard, sur j'entends la tolérance zéro, pour reprendre votre expression, et je la salue. Seulement, les entreprises, en cas de pénurie de conducteurs, se retrouvent contraints à fermer les yeux sur certaines déviations de certains conducteurs, sous peine de perdre de l'activité. Comment faire pour les aider ? Vous avez peut-être... Je crois que si on parle à son AOM de manière directe et claire sur des sujets de cette nature, on a déjà avancé d'un pas. Ça, c'est un premier élément. Parce que je pense que, franchement, tolérance zéro, c'est indispensable. Donc, il y a peut-être encore des joueurs. C'est aussi pour ça qu'on a des mailles de filet et puis qu'on fait des tests de manière régulière. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs dans notre dispositif. C'est pas possible. On dit toujours, sur la route, le danger, c'est l'autre. Mais nous, on doit garantir. On est des professionnels de la route. Alors déjà, tout main que main, nous, il y a des pénalités, comme pour la régularité, etc. On a intégré dans les DSP pour la première fois des pénalités, ce qui
était une nouveauté. Mais l'AOM est là, notamment la région, est là pour accompagner les transporteurs. Et parfois, on reçoit individuellement des transporteurs pour évoquer des difficultés ou pas, et travailler avec eux sur des évolutions. Et puis, je le dis, il va falloir que petit à petit, on travaille beaucoup plus sur la construction des futurs marchés DSP avec la profession et pas avec les transporteurs, mais avec la profession. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de monter en gamme, et notamment sur les rémunérations, parce qu'un conducteur scolaire, avec 700 € par mois en moyenne, il ne gagne pas sa vie. S'il n'a pas un double emploi ou s'il n'est pas retraité, alors maintenant ils sont retraités à partir de 60 ans. Non, je plaisante. C'est ça. C'était pour répondre au patron de la CPME qui n'est plus là. Donc il y aura un niveau de retraite qui va baisser quand même. Aujourd'hui, les niveaux de retraite vont baisser. Donc, peut-être il va y avoir le sujet du double emploi, du cumul emploi-retraite. Je crois que c'est important d'y travailler parce que c'est sûr que aujourd'hui, certains salariés, c'est très compliqué de vivre avec des salaires de conducteurs scolaires. Mais nous, AOM, on n'acceptera pas qui est pour garder un marché, pour garder une DSP, qu'on puisse travailler, on puisse s'écarter un peu de la tolérance zéro. Et je le dis aussi, il y a un deuxième élément sur lequel nous, Région Centre-Val de Loire, on est extrêmement clair, simple et direct. Les conducteurs détachés d'autres pays européens, on n'en veut pas. Très clairement, on a déjà cassé des marchés pour ça. Ça existe, c'est des pratiques qui existent sur certains territoires. Nous, on n'en veut pas et je crois que collectivement, il ne faut pas en vouloir. C'est pour ça qu'il faut il faut se mettre autour d'une table pour trouver les voies et moyens par la formation, notamment par la formation, toujours par la formation pour trouver des conducteurs. Merci pour cette transition sur l'attractivité métier qui va faire l'objet de la prochaine partie. Mais Edouard, vous vouliez... Non, un petit mot, je rebondis sur ce que vient de dire Philippe, sur l'opportunité qu'on peut avoir aussi de chaîner les transports scolaires différemment pour déprécariser les métiers et faire des emplois pleins. En plus, ça ferait gagner à la fois beaucoup de véhicules à tout le monde et à la fois de l'argent aux collectivités. Ça, c'est un premier élément. Et puis, je voulais réinsister sur un truc. On n'oublie pas que dans la sécurité, il y a celle des passagers. Et les passagers, c'est la ceinture de sécurité. C'est de leur responsabilité. Souvent, on entend ou on nous pose des questions en disant « mais votre conducteur, il n'a pas fait respecter le port de la ceinture ». Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'assurer le transport des jeunes, etc. Et chacun doit être en responsabilité. Ça veut dire que toutes les actions qu'on peut faire avec les parents, avec les AOM de manière collective pour sensibiliser au port de la ceinture de sécurité est essentielle. Parce que dans les accidents mortels qu'on a pu rencontrer ces derniers temps, la ceinture de sécurité a un rôle très clair. Et si elle est portée, les chances de s'en sortir différemment sont vraiment énormes. Voilà. C'était l'objet de ma dernière question qui était, pour conclure chacun très rapidement, une mesure simple, coûteuse, mais à fort impact. Donc, port de sensibilisation des acteurs au port de la ceinture. Valérie ? Alors j'ai entendu beaucoup de mots et celui que j'ai beaucoup aimé ici, c'est ensemble collectif, et je pense qu'effectivement tous ensemble on fait des choses formidables. Je pense qu'il faut continuer. On a fait des choses dans le risque routier avec les organisations professionnelles du transport de marchandises. Peut-être qu'on peut faire des choses plus spécifiques sur le voyageur autour de ces sujets d'addiction. Moi je pense que pour le coup, l'AFT a pour mission d'aller voir les jeunes. Donc je pense qu'il faut aller voir les jeunes, continuer à faire des actions de sensibilisation tous les jours pratiquement, et leur expliquer les conséquences de leurs actes. Et c'est de l'éducation. Donc je pense que c'est l'éducation. Philippe ? Prévention, répression, évolution technique et le fait qu'une AOM doit assumer.
Ça fait pas une mesure, ça, monsieur le vice-président? Hein? Mais ça fait pas une mesure, mais on prend tout quand même, c'est très bien. Ben, ça en fait une. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les trois. Sur cette question, on l'a vu, primordiale de la sécurité.